les intellectuels algériens, certains se sont prononcés en faveur, par solidarité pour les victimes de Charlie Hebdo, mais on a l'impression qu'ils sont confinés au silence quand même ici. Ouais. Moi j'ai écrit dans je ne sais pas quel papier, qui a fait d'ailleurs beaucoup de bruit et qui m'a valu mais alors les pires insultes, les pires, exactement ce que j'ai dit. Exactement. Et j'ai dit, je suis effaré de voir que dans notre pays, je ne parle pas de démocratie, de liberté d'expression, d'un pays qui a souffert du terrorisme, voilà, qui a payé le prix, je veux dire 200 000 morts, 90% des familles touchées d'une manière ou d'une autre, un pays ruiné, sali, souillé, tout ce qu'on veut. Et ces gens-là applaudissent à un attentat terroriste. Je pourrais comprendre qu'ils applaudissent des combattants qui sont là-bas dans les montagnes et qui se battent. Mais un terroriste, on ne peut pas soutenir un terroriste. C'est un lâche, c'est une bête. On ne peut pas. Et ben voilà, je suis maintenant, vraiment, j'ai lu des papiers me concernant, c'est presque des condamnations à mort. Ce type-là n'a pas le droit de dire des choses comme ça. Il ne mérite pas de... C'est trompant. Il dit que tous les Algériens soutiennent le terrorisme. Alors, moi, j'ai dit, je suis effaré de voir que beaucoup d'Algériens, voilà, c'est le mot que j'ai utilisé, beaucoup d'Algériens ont applaudi. Une chose qui d'ailleurs, j'espère que ceux qui ont écrit ces articles ont constaté que j'avais raison, puisqu'ils les ont vus manifester. Donc quand j'ai écrit mon article, je n'ai pas vu de manifestation. J'ai entendu, parce que je suis connecté à plein de gens, comment ça se passe chez toi, on s'appelle, etc. L'idée générale, c'était que, je ne dirais pas tous, mais beaucoup applaudissaient ou alors étaient indifférents, ce qui est pire encore. Ça ne me concerne pas. Comment c'est 14 êtres humains qui ont été tués. Comment ça ne te concerne pas? Oui, mais c'est en France. C'est pire, parce que là, il y a derrière des choses abominables. Le dessinateur d'Ilem, par exemple, a récemment dit que caricaturer les prophètes était quelque chose d'interdit en Algérie, mais que si la chose était autorisée, il n'hésiterait pas à caricaturer le prophète. Est-ce que vous, avec vos mots, vous en seriez capable? Vous l'avez plus ou moins aussi déjà fait d'ailleurs. Oui, non, moi je l'ai fait dans quasiment tous les livres. Je veux dire que il n'y a pas, et pour moi, à la limite en restant dans le champ religieux, il ne peut pas, comme il n'y a pas de démocratie sans contradiction, s'il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de démocratie. Et ben, dans la religion, c'est la même chose, il n'y a pas de foi si on ne peut pas critiquer ceux qui viennent vous vendre de la foi. D'abord, la première question, tu es qui toi pour me vendre Allah ou je ne sais pas quoi. Et ben, je suis prophète. Tu as un certificat qui dit que tu es prophète. Bon, donc tu me demandes de te croire. C'est la première question. Tu es qui? C'est une critique déjà. Donc après, ensuite, on te dit, ouais, mais comment? Mais tu as peut-être rêvé. Tu dis, Vincent Gabriel m'a parlé, ouais, bon. Donc, c'est parce qu'il y a ce refus de croire que la croyance est possible. Parce qu'à un moment donné, on est réduit à accepter le miracle. On voit des choses quand même, comme les ovnis. Tout le monde a vu des ovnis. Mais, bon. Vous voulez dire que questionner la foi, c'est quelque chose d'impossible en Algérie? Hein? Questionner la foi, c'est quelque chose d'impossible en Algérie? Dans l'islam, d'une manière générale, c'est pas possible. On peut le faire ni au Maroc, ni ailleurs. Nulle part. Et ça, il faut sortir de cela. On a le droit de critiquer, on a le droit d'apostasier. On peut être musulman et puis demain dire, bon, je sais pas, être touché par une autre grâce, et puis partir vers une autre direction. Mais ça, c'est la grande révolution que nous attendons du monde musulman. C'est le truc central, le reste c'est du détail. À partir du moment où en islam, on fait ce qui s'est fait pendant des siècles, y compris du temps du prophète. Y compris du temps du prophète, il y a eu beaucoup de critiques, des théologiens musulmans critiquaient même le prophète. Ensuite, les califes, etc., parce qu'il faut de l'ordre. C'est commencé par exemple, les soufis ne reconnaissent ni le prophète, ni le Coran. Le Coran, pour eux, c'est un bon livre de préceptes écrit par un bon homme.
le prophète, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de... la foi, c'est la relation unique, personnelle, entre un individu et ce qui croit être l'essence du monde. Les soufis ne croient pas. Et donc, ils ont été excommuniés, donc ils ne sont pas considérés comme musulmans. Eux se disent être les vrais musulmans. Parce qu'il n'y a aucun intermédiaire, ni livre, ni homme, ni institution, entre l'individu et ce qui croit être la divinité. Mais est-ce qu'on peut, pardonnez-moi, avoir cette position en 2015 en Algérie, sans risquer d'avoir des problèmes et l'exprimer publiquement, je veux dire. C'est très risqué. Déjà, quand on fait juste une petite critique, le ramadan, déjà, des gens ont été mis en prison et battus, et d'autres ont été agressés. Une jeune fille à Oran, parce qu'elle portait dans sa voiture 3 Bibles, a été condamnée à je ne sais pas combien d'années de prison. Il a fallu une mobilisation internationale mondiale pour qu'elle ne soit condamnée qu'avec sursis. Tout ça, l'Algérie qui n'est pas vraiment un pays vraiment très dur, comme peut l'être le Maroc, ou comme peut l'être l'Arabie, ou ces pays-là, ou l'Iran. Là, on coupe la tête rapidement. Non, c'est très... mais il faut pourtant le faire. Il faut absolument le faire. Il faut pouvoir le faire. C'est une relation plus saine à la religion quand on peut la critiquer, quand on peut dire. Surtout que, en plus, l'islam, c'est formidable, parce qu'il offre cette possibilité que par fatwa, on peut tout changer. Voilà. Donc on peut demain... un collège de muftis, de machins, peut se réunir, valablement statuer et dire bon, je crois que le ramadan, on va le réduire symboliquement à une journée. Par exemple. C'est possible. Ça ferait plaisir à beaucoup de gens, ça. Oui, voilà, l'islam permet cela. Il peut faire une fatwa disant que la démocratie, bon, peut-être on peut la limiter dans certains champs, mais oui, c'est pas quoi faire. C'est pas de l'impiété, voilà, c'est possible. Mais c'est plutôt le contraire. Mais personne n'a accepté que cette organisation se fasse. Voilà. Parce que le monde musulman a détruit les intellectuels à partir du XIIIe siècle. En gros, du XIIe, XIIIe siècle, un calife a décidé que la seule démarche possible, c'était la démarche littéraliste. Voilà. Le Coran, il dit ça, on fait ça. On n'interprète pas. Ils ont fermé ce qu'on appelle la porte de l'ijtihad. Donc voilà, plus de... Donc à partir du moment où il n'y a plus d'ijtihad, c'est-à-dire débat, causerie, contradiction, tout ça, il n'y a plus d'intellectuels. Les autres, ça s'est appliqué à eux aussi. Voilà, ils sont partis, ils se sont tus. Et donc du coup, ça fait des siècles que l'islam ne produit pas ces hommes de philosophes, de réflexion, de théologiens. Voilà, tout s'est fermé comme ça. Voilà. Est-ce que ça veut dire que l'Algérie, par exemple, mais évidemment les pays musulmans de manière générale, sont menacés, dans ces pays-là, les intellectuels sont directement menacés par l'islam, d'une manière ou d'une autre, dans leur travail, dans leur... en tous les cas, dans la liberté d'expression. Il suffit de regarder ce qui se passe ici et là, que c'est tous les jours, dans tous les pays musulmans, il y a quelque chose qui fait que des gens sont menacés, battus, décapités, assassinés, celui-là parce qu'il a fait une petite caricature, l'autre parce qu'il a écrit un article qui déplaît aux religions, celle-là c'est parce qu'elle a dansé nue, celle-là c'est parce qu'elle s'est mariée avec un juif, etc. Ça c'est tous les jours. On vit avec cette chape. Et maintenant, elle est partout. Les attentats contre Charlie Hebdo montrent que maintenant, c'est partout. L'année passée, des gens ont été, je crois que c'était à Marseille, ont été agressés parce que pendant le ramadan, ils étaient attablés dans un café, ils prenaient leur petit déjeuner. Ils ont été tabassés par des gens, des musulmans, des islamistes, je ne sais pas. Ils les ont tabassés. Donc, ça s'étend. Alors, avec le temps, les régimes post-indépendance, qui sont, donc, comme je dis, ils ont utilisé l'islam, donc ils ne peuvent pas tolérer, eux aussi, qu'il y ait comme ça des critiques contre l'islam.
parce que critiquant l'islam, il dit si les gens sont capables de critiquer l'islam, Allah et le prophète, alors qu'est-ce qu'ils vont me faire à moi, qui n'est que président? Donc il faut les habituer au sacré, et par exemple en Algérie, le sacrilège, le blasphème et le sacrilège est condamné. Mais pire que ça, l'offense au président de la République est condamnée. C'est-à-dire que si vous sortez dans la rue, vous dites, je ne sais pas, vous insultez Bouteflika, le policier vous entend, ben vous avez 5 ans de prison. Donc c'est comme si c'était un demi-prophète. Donc il ne faut pas parler de lui en là. Mais et là, et ce qu'il faut, il nous faut des Voltaire. Ce qui s'est passé en Europe, c'est qu'il y a eu des gens qui risquaient autant, si ce n'est plus, hein, c'était le bûcher, c'était pour lui, pour un an, l'Inquisition s'empare de n'importe qui, jugement expéditif, il est écartelé, il est brûlé, mais ils ont eu ce courage de dépasser cela, de critiquer d'abord le roi, d'essence divine quand même, hein, c'est un demi-dieu, de le critiquer et de lui apprendre qu'il a besoin d'être critiqué. Ce qui est étrangement en Europe à une certaine période a existé. C'est que le roi permettait qu'à côté de lui, il y ait un bouffon qui le critique. Parce que l'idée c'était qu'il vaut mieux je me fais critiquer par quelqu'un que je paye, le bouffon, et puis qui a l'air d'être un fou. C'est pas une critique intelligente, c'est une critique, majesté, truc. Ils font le clown, quoi. Cocasse, ouais. C'est cocasse. Mais ça permet. L'Église elle-même le faisait. L'Église catholique, au pire moment de l'Inquisition, il y a une fête, comment s'appelle-t-elle, c'est au mois de mai, ce qu'on appelle le Banc des Fous. Il y avait une procession à Paris, une procession qui partait de Notre-Dame vers je ne sais plus quel endroit, où on mettait un bonhomme sur un âne, habillé avec le truc de cardinal, tout ça. Donc, c'était une procession, la procession des fous. Mais c'est symbolique. Oui, nous sommes critiquables parce que nous sommes des êtres humains, mais une fois l'an, et c'est organisé par l'Église elle-même. Voilà. Chez nous, on n'est même pas à ce stade-là. Bouteflika, par exemple, pourrait embaucher quelqu'un pour le critiquer ou donner mandat à un journaliste qui est de la maison, pour tous les jours critiquer Bouteflika. Mais la presse le fait quand même, donc c'est déjà un bon point. Est-ce que vous pensez que une partie des Algériens ont tendance un petit peu à fermer les yeux sur par exemple les exactions de Daesh, les attentats qui ont donc été commis très récemment contre Charlie Hebdo et l'épicerie Kasher, et que paradoxalement ils estiment que cette caricature de Mahomet était celle de trop. Est-ce que c'est 2 poids 2 mesures à votre avis pour la majorité des Algériens? Non, c'est pas. Oui, bien sûr, déjà. C'est comme. Moi, c'est une discussion que j'ai eue très souvent avec des gens, et même des amis, des gens, je veux dire, cultivés, intelligents. On dit. Ils parlent de la colonisation. Ils prononcent le mot colonisation. Alors, arrêtons-nous 5 minutes. Colonisation de quoi? Il dit les Français qui nous ont colonisés. Mais avant cela, tu étais colonisé par les Turcs. Ah non, c'est pas une colonisation. Mais comment ça, pas une colonisation? Ils sont arrivés avec leurs armes, leurs sabres, ils ont pris le pays. Ils ont chassé les Algériens des 2 ou 3 villes qu'il y avait, et ils se sont installés, et voilà, c'est bien, voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent admettre beaucoup de choses. Une indulgence. Une indulgence fraternelle. Oui, non, c'est pas une colonisation, les Turcs, c'est vrai, c'était très dur, mais c'était un musulman quand même. Ils vont être gouvernés par un. D'accord, mais en ce moment, pourquoi vous critiquez le dictateur? Ah, mais c'est pas la même chose, parce que lui, il est là. et avant, c'est passé. Mais avant, c'était ton père qui a souffert de l'Ottoman, ton grand-père. Voilà. Donc, mais c'est normal tout ça, parce que dans la société musulmane, je ne dis pas arabe, parce que d'une manière générale, la société musulmane, la liberté de penser
n'existe pas, donc on n'a jamais pensé à ces problèmes-là. Maintenant, ces questions se posent à nous. Et on ne sait pas y répondre, parce qu'il faut du temps pour poser des questions, il faut autant de temps pour y répondre. Et ça, on n'a jamais fait. Ces pays existent seulement depuis, sauf le Maroc, et ces pays existent tous depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ils n'ont même pas eu le temps de se poser les questions. Et donc, ils ne sont pas en mesure. Alors, en plus, le niveau d'ignorance, les institutions sont vraiment bricolées à la va-vite. On dit président, mais c'est un chef de bande, c'est pas un président. Le président, c'est le chef d'une institution, une institution compliquée, très complexe. C'est l'expression de la légitimité, c'est le peuple, la souveraineté du peuple. Comment? C'est trop compliqué, donc on n'en est pas là. Et par extension, on a le sentiment qu'il y a une espèce de clémence à l'égard, vous voyez, de ce qui s'est produit, des attentats très graves en France. Le 11 septembre, Charlie, les exécutions en Irak, en Syrie, oui, ça. Mais que justement, il y a une espèce d'indulgence aussi par rapport à ce qui se passe en ce moment même en Arabie Saoudite. Parce qu'après tout c'était un pays sunnite, ce qui se passe aussi dans d'autres pays arabes où la liberté d'expression eh bien elle est synonyme de mort. C'est pour ça que je parlais de 2 poids 2 mesures. Oui, non, il y a 2 poids et 2 mesures. Évidemment, tout ce qui est de l'univers musulman, il le regarde avec un regard de musulman, donc fraternel, compréhensif, prêt à pardonner, prêt à etc. Par mon côté, ils adhèrent, ça va plus loin que comprendre ou fermer l'œil, ils adhèrent. Quand Daesh exécute des gens, oui, mais c'est un Américain, les Américains, etc. Les Juifs, ouais, mais c'est les Juifs, etc. Donc il y a aussi un engagement, aussi, quelque part. Il y a ce côté islamiste et djihadiste que chaque musulman porte en lui, hein. Il a un peu en lui. Hein. C'est l'histoire qui l'a fait comme ça. Il suffit de pas grand-chose pour le réveiller, c'est ça? Hein? Et il suffit de pas grand-chose pour le réveiller. Ce côté djihadiste qui est en chaque musulman. Pour ceux qui sont très fragiles, les jeunes, tout ça, il suffit de peu. Hein. Vraiment, il suffit de peu. Moi, vraiment de peu. Moi, j'ai vu quand le fils, à l'époque, j'étais chef d'entreprise. Donc j'ai un personnel que je connais bien. C'est pas des gens comme ça. Quelqu'un, on travaille ensemble, ça faisait 10 ans, 15 ans. Et le fils arrive, et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas les gens. Parce que plus de la moitié ont rejoint le fils. Et plus de la moitié ont rejoint les maquis. C'est-à-dire quand chacun sommeillait, la moitié d'entre eux sommeillaient un islamiste, et parmi eux, la moitié sommeillait en eux un djihadiste. Voilà. Et les autres, on faisait des réunions comme ça, collectives, c'est le silence. C'est le silence, parce que bon, après tout, c'est des collègues. Mais après tout, ils ont peur, mais aussi ils ont peur. Parler, c'est pas facile. Hein. Voilà. Est-ce qu'on en est revenu là, Boualem Sansal? Est-ce qu'on en est revenu à ces années? On les a jamais quittés. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai, mais est-ce que vous avez le sentiment que c'est reparti pour un tour là? C'est reparti pour un tour à un niveau plus élevé, je pense. On n'a jamais quitté cela. C'est un processus comme ça qui est né, voilà. C'est comme l'être humain, à partir du moment où il est né, jusqu'à sa mort, il ne fait que avancer en âge, en truc. Il n'y a pas moyen de faire un retour. Il n'y a pas moyen. Donc la chose était née à cette période de gestation, de l'indépendance jusque dans les années 70. C'était la gestation, c'était pas très visible. C'est un embryon, un fœtus. On ne voit pas. Puis le bébé est né, et il est là, on le voit. Et comme un bébé, il fait beaucoup de dégâts, il crie, il pleure, il gesticule. Ensuite, à 7-8 ans, il commence à devenir méchant, il agresse, il se fait les dents, il se fait les ongles. Et puis après, quand il est adulte, il veut dominer. Voilà, c'est un processus d'islamisme, on est là. Et pourquoi je vous dis que ça va aller crescendo? Ça va aller crescendo parce que le paradoxe, c'est cela, c'est que pendant que l'islamisme
qui vient de l'islam monte, et l'islam régresse. Il perd du terrain. Voilà. Moi, je suis très étonné. Boumerdès, c'est une ville universitaire. Donc, tout ce que vous voyez dans la rue, c'est des étudiants, c'est des profs, des laborantins, une très grande université, je ne sais pas combien de laboratoires, etc. C'est une ville vraiment de... C'est la Silicon Valley de l'Algérie. Hein. Le fils, la guerre. Alors, toute cette période-là, il y avait à Boumerdès une petite mosquée que tu connais, qui était là-bas en haut, toute rikiki, elle est comme ça, elle pouvait contenir à l'époque, toi tu étais trop jeune pour l'avoir connue, mais elle pouvait contenir 5-6 personnes, des vieux, et comme il n'y avait pas de vieux à Boumerdès, des étudiants et des professeurs tous jeunes, l'étoile d'araignée, c'est les araignées qui priaient là-bas. Arrive la guerre, les morts, les trucs. Il s'est construit combien de mosquées à Boumerdès? Une dizaine, très importantes. Et le vendredi, elles sont archi pleines. Alors que moi, à la fin de la guerre n'est pas finie, mais enfin à un moment donné, on a parlé de la fin de la guerre. On va dire, grosso modo, avec du temps de Zewel et puis l'arrivée de Bouteflika. J'avais fait le pari, avec des amis, on en parle, on disait, l'islamisme c'est fini en Algérie, et peut-être même l'islam. Parce que les gens, ils sont vus. C'est terrifiant, ce qui s'est passé. 10 années, mais de folie, de noirceur. Eh bien, pas du tout. Il s'est construit 10 mosquées, super grandes, super équipées, et elles sont archi combles le vendredi. Il n'y a pas moyen de passer dans les rues, tellement il y a de voitures. Ça vous fait peur, ça? Et ça, c'est des professeurs, des étudiants, des machins, des commerçants, des notables, des avocats, des médecins. Ça me terrifie. Ça me terrifie? Ça me terrifie. Parce que ça veut dire que demain, la prochaine explosion de l'islamisme djihadiste, ça va être toute la population qui va rentrer là-dedans. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui en est là. Demain, on viendrait à critiquer des islamistes. Et quel discours tient-on? Il faut aussi voir ce qui se passe à l'intérieur de la mosquée. Les sermons sont faits par le gouvernement, par le ministère de la religion. Les cultes, oui. C'est la philosophie du gouvernement. Voilà, c'est un discours sens unique, il n'y a aucune contradiction possible, c'est le dressage, c'est l'addiction. Et je ne comprends pas que des étudiants qui normalement sont en âge de la révolte, et que des professeurs qui ont la maîtrise de trucs, puissent aller comme ça tous les vendredis, se balader avec leur tapis de prière sur l'épaule. Et ils y vont comme ça, je ne comprends pas. Si ce scénario, que vous qualifiez de scénario noir, on va dire, se finissait par se produire, est-ce que cette fois-ci, à la différence des années 90, vous quitteriez l'Algérie? C'est une question qui se posera, comme elle s'est posée quand, les années 90, on voyait arriver la violence et la montée en cadence. Puis on était cernés. Cette région est encore à ce jour occupée par les islamistes, les montagnes et tout ça. Là. Et la question s'était posée. J'étais dans un groupe comme ça, avec Rachid Mimouni, avec des gens comme ça. Et en tant qu'intellectuel, on était menacés, bien sûr. Moi, à l'époque, en tant que haut fonctionnaire, j'étais menacé, Mimouni était menacé, et les autres. Et on s'est posé tous les jours la question. Qu'est-ce qui va se passer? Et on est des gens rationnels. On s'est dit, ça va aller de plus en plus. Et au bout, de toute façon, même si l'islamisme est vaincu, c'est seulement militairement. Et il va renforcer le pouvoir. La défaite de l'un renforce évidemment. Les généraux seront encore plus... et ils feront main basse sur tout le pays. Donc, quelle est notre fonction sociale? On n'en a aucune. Puisqu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas aller prêcher, nous aussi, on ne peut pas le faire. Bon, l'idée c'était de dire, tant qu'il est possible de rester, il faut rester. On ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas, mais peut-être que ça peut inspirer. Et puis l'histoire s'écrit après, elle s'écrit jamais pendant. Donc c'est plus tard, on dira, c'est quand même pas mal que des gens
sont restés, ou l'ont fait. Et puis on s'est dit que il faut partir quand il y a une menace réelle sur le bonhomme ou sa famille. C'était le cas sur Rachid Mimouni, c'était le cas sur quelqu'un comme Nordine Saadi et d'autres qui ont été énormément menacés. Il y a eu même des tentatives d'attentat contre eux et ils sont partis. Quoi. Donc, moi, j'étais haut fonctionnaire, je me suis retrouvé évidemment seul dans ce groupe-là, puisque la plupart sont partis. Mais ça restait pour moi encore possible. Voilà. Et puis, bon, il y a eu Zelwell, il y a eu un début d'arrangement, il y a eu ensuite etc. Donc, ça va. Bon, maintenant que j'écris, j'ai une très mauvaise réputation dans le monde musulman, pas seulement en Algérie, mais en France, etc., un peu partout. Hein. Donc, évidemment, il y a un risque, évidemment, important, parce que quoi que je fasse, de toute façon, je suis agressé. Et alors, je me dis, oh mon Dieu, mais Charlie Hebdo et tout ça, ils ont été assassinés à Paris, dans un bâtiment où ils étaient gardés. Donc, même aller en France, ça, ou ailleurs, ça change rien à rien. Quoi. Quand on est menacé, on est menacé. Voilà, de toute façon, quand on est mal à l'aise, on est mal à l'aise, que ce soit là ou là-bas. Moi, j'étais agressé en France, alors qu'ici, je le suis par les articles, les insultes, des choses comme ça. Quoi. Mais en France, j'étais agressé par des islamistes, ou je ne sais pas si c'est des islamistes, mais c'était à Toulon, à la foire du livre, 3-4 bonhommes, ça arrive. Mais à l'air de rien, des petites questions comme ça, donc moi je ne savais pas à qui j'avais affaire, je répondais normalement. Comme ça, on parle normalement. Et puis ça a dégénéré. Heureusement, il y a un service d'ordre qui est là, mais voilà. Mais j'essaie de résister à ça. Moi, là où je vais, on me dit, est-ce qu'il faut une protection? Je dis surtout pas. Je ne veux pas me mettre à l'idée que je suis menacé, que j'ai besoin de protection. Alors, je vis normalement, j'essaie de vivre normalement. Dernière question, William Sansal. Est-ce que vous êtes Charlie? Comment? Est-ce que vous être Charlie? Oui, moi j'ai écrit beaucoup de papiers où j'ai signé William Sansal alias Charlie. Donc, il ne faut pas rentrer dans le détail de c'est une caricature, c'est ceci, c'est cela. Il faut revenir au fondamental. Le fondamental, c'est la liberté de l'individu, quelle qu'elle soit. Écrire, dessiner, se marier, voyager, peu importe. Peu importe, c'est la liberté. Donc, voilà, c'est la liberté. Et puis si quelqu'un est gêné par cette liberté que prend X ou Y, eh ben, mais les hommes ont prévu comment régler ce genre de problème. Ben, en gros, le tribunal est en face. On dit, monsieur, Atik m'a manqué de respect, ou m'a offensé, ou ceci, ou cela. Voilà, et puis il y a une loi. C'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon. Parce que la justice, elle a un effet pédagogique. Donc elle contribue à l'amélioration de la démocratie, puisqu'il y a un débat. Quand le procès de Charlie à Paris, il y a eu des débats extraordinaires. Extraordinaires. Le tribunal a convoqué tous ceux qui pouvaient donner des musulmans, comme Abdel Bida, comme Malek Chibel, comme des historiens, Benjamin Spera, des philosophes, Vicakrot et compagnie. Tous ces gens-là sont venus débattre au prétoire. Et donc ça construit quelque chose. Le débat construit quelque chose. Et donc il y a non-lieu, il n'y a pas... Oui, non-lieu, c'est une liberté, et puis c'est tout. Voilà. Ça a permis. Alors que la menace ne permet rien. Elle développe la lâcheté dans la société, elle développe la compromission, l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on critique derrière, et puis là on a vu l'islam. Et ces manifestations, tout ce que vous avez dit à propos des gens qui n'agissent pas, qui ne réagissent pas, ou qui surréagissent, ça vient de cela. De cette culture de la lâcheté, du silence, de la soumission,
comment ils disent, Moulay, la Moulay, etc. Et puis derrière, voilà, merci Moulay, et puis derrière, il le vole, il l'insulte. Non, ça développe cela, c'est pas bon. Voilà. Merci Blaine, c'est ça. Merci beaucoup. Merci mon cher, c'était très bien. Très